soir, Poutine se prépare à plus de combats alors qu'il ordonne la plus grande conscription militaire depuis près d'une décennie. Poutine appelle 160 000 citoyens russes supplémentaires à son armée. C'est la plus grande conscription en Russie depuis au moins 8 ans. Que se passe-t-il donc avec l'armée russe ? Poutine est à nouveau contraint de supplier pour des soldats nord-coréens, alors que la Russie, la deuxième armée la plus forte du monde, ne suffit pas à stopper la contre-offensive ukrainienne. En fait, la situation est devenue si mauvaise pour Poutine qu'il est contraint de mobiliser 160 000 soldats supplémentaires et même de mettre des policiers russes en première ligne pour arrêter les balles ukrainiennes. Alors parlons des pénuries de main-d'œuvre russe. Pourquoi la Russie mobilise-t-elle autant de soldats supplémentaires ? Qu'est-il arrivé au plan de paix de Trump ? Et qui est en train de gagner sur les lignes de front maintenant ? La solution à la pénurie de main-d'œuvre se trouve dans les tactiques russes. Les commandants russes ne traitent pas leurs soldats comme des êtres humains, mais plutôt comme une éponge à balles. Même les citoyens russes commencent à réaliser ce fait. Ici, nous avons un agent immobilier russe qui dit aux acheteurs de maisons que s'ils ont besoin d'argent pour un acompte, ils devraient simplement épouser un soldat russe dans cette opération militaire spéciale. Parce que bientôt ce soldat mourra en Ukraine, et alors Poutine donnera à la famille la prime de décès. Quelle excellente façon de gagner de l'argent qui change la vie. Apparemment, c'est un commerce florissant en Russie. Voici l'annonce de l'agent immobilier. J'ai déjà plus de 30 ans. Que dois-je faire maintenant si je veux acheter un appartement? Où puis-je obtenir l'argent? Tout est facile et simple maintenant. Vous trouvez un homme qui sert dans l'opération militaire spéciale, il meurt et vous obtenez 8 millions. Donc c'est une stratégie qui fonctionne. Effectivement, de nombreuses femmes viennent désormais à nous avec 8 millions pour acheter de petits appartements abordables. Cherchent-elles un nouveau mari par la suite? Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Il faudra que je pose la question. Cette stratégie s'avère efficace et constitue un véritable plan d'affaires. En fait, c'est une tactique si courante en Russie qu'il y a quelques mois à peine. Nous avions des rapports sur certaines femmes créant un forum sur l'internet russe pour demander essentiellement comment elles peuvent manipuler le système. Comment elles peuvent continuer à épouser un soldat après l'autre et continuer à obtenir les bonus du gouvernement. Elles essayaient de déterminer quel est le bon moment qu'elles doivent attendre entre les mariages. D'un point de vue commercial, elles cherchaient à optimiser l'efficacité de leur activité, comme toute autre société. Mais des histoires comme celle-ci montrent aussi à quelle vitesse Poutine épuise essentiellement les hommes russes sur les lignes de front. Et c'est exactement pourquoi la Russie a récemment ordonné l'appel de 160 000 autres de leurs citoyens pour le service militaire. C'est la conscription de printemps de la Russie, et c'est la plus grande des 14 dernières années. Poutine ne semble pas vouloir la paix. Cela aura des conséquences sur l'avenir de la guerre. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner ci-dessous pour suivre toute l'actualité géopolitique comme celle-ci. Débutons. Oui, je veux dire, cela a été annoncé, je pense que c'était cette semaine, n'est-ce pas? Le service militaire a normalement lieu 2 fois par an en Russie. Et le chiffre a toujours été de 130 000, 132 000, 2 fois par an qu'ils incorporent dans les forces. Et ce n'était jamais près de 130 000 parce que tant de gens se sont rachetés. Ils ont truqué le système. Les recruteurs ont reçu un chiffre à recruter. Et à la fin de la période, ils n'avaient pas recruté le chiffre. Donc personne n'a jamais pensé que les Russes recrutaient vraiment 130 000 par an. Mais depuis que cette guerre a commencé en 2022, cette phase de la guerre, ils ont renforcé la conscription. Cette année, ils sont passés de 130 000 à 160 000. Rappelez-vous aussi que Poutine a mobilisé ce qu'il a appelé sa mobilisation partielle à l'automne de 2022, 300 000. Et cela a été très impopulaire. Et les Russes ne veulent vraiment pas refaire ça parce que c'était vraiment impopulaire. Et cela déstabilisait même son emprise sur le pouvoir à l'époque. Ils tentent donc de compter davantage sur la conscription et obtiendront probablement près de 160 000 hommes, car ils sont très stricts à ce sujet. Mais ils comptent vraiment sur l'enrôlement volontaire parmi les peuples de l'Est en Bouriatie et dans certaines parties des oblasts sibériens, les régions et beaucoup de troupes étrangères, et ils les paient des sommes énormes. Ils signent des bonus en plus du salaire et il y a beaucoup d'histoires venant de certaines provinces de l'Est. Je veux dire, c'est très touchant à sa manière. Toute la famille se présente lorsque le père s'inscrit. Et le père a, vous savez, 38, 39, 40 ans.
Et avec la prime d'inscription qu'ils reçoivent, son fils et sa jeune femme vont pouvoir obtenir un appartement et sa femme va pouvoir acheter une voiture. Et ils célèbrent tous le sacrifice que le père fait pendant qu'il part se faire tuer ou blesser quelque part sur le front. C'est stupéfiant. Mais le montant d'argent qu'ils offrent maintenant en primes et salaires change la vie de certaines de ces familles plus pauvres dans les provinces de l'Est. Comme vient de le dire le professeur Clark, cet argent change la vie. Et en fait, c'était une somme si importante que l'année dernière, elle représentait 10% de l'ensemble du budget du gouvernement russe. Je ne mentionne que les primes, sans parler des salaires de ces soldats en première ligne. Les primes qu'ils reçoivent pour s'engager, lorsqu'ils sont blessés en première ligne, et celles que les familles reçoivent en cas de décès du soldat en première ligne. Ces primes à elles seules ont représenté 10% du budget russe l'année dernière. C'est dingue. Voilà pourquoi la Russie se tourne vers la Corée du Nord et Kim Jong-un pour obtenir davantage de soutien nord-coréen. Nous avons reçu cette nouvelle il y a quelques jours. Selon la Corée du Sud, la Corée du Nord envoie 3000 soldats de plus en Russie. Et la raison pour laquelle Poutine reçoit davantage de troupes nord-coréennes et qu'elles sont moins chères que leurs homologues russes, une fois que vous prenez en compte tous les bonus. J'ai récemment fait une émission à ce sujet, et voici tous les détails sur le coût d'une troupe nord-coréenne par rapport à une russe. Des chiffres exacts. Poutine vient d'obtenir plus de soldats nord-coréens pour se battre pour lui. Mais la Russie a une population de 140 millions de personnes. Pourquoi implore-t-elle la Corée du Nord pour des soldats ? En ce moment, la Russie offre une prime à la signature de 40 000 $ pour ceux qui s'engagent ni dans l'armée. Ensuite, ils paient environ 500 à 2000 $ par mois comme salaire, puis 30 000 $ s'ils sont blessés. Et enfin, ils paieraient 70 000 $ à leur famille si le soldat est éliminé. C'est beaucoup d'argent. Les soldats nord-coréens, en revanche, sont assez bon marché. En octobre 2024, Poutine a payé Kim environ 200 millions pour 12 000 soldats nord-coréens. Cela revient à un peu plus de 16 000 $ par soldat. Même tout cela ne compense pas les pertes russes sur la ligne de front. Ici, nous avons un graphique de nul autre que le youtubeur Jake Bro, et il explique comment la Russie ne va tout simplement pas pouvoir suivre les raids actuels de pertes de la manière dont ils dépensent leurs propres hommes. Regardons cela. La Russie se fait écraser sur le champ de bataille par l'Ukraine tous les jours sans aucun gain pratique. Voici l'histoire de deux graphiques. Le premier graphique montre l'escalade des pertes mensuelles de la Russie, alors que cette guerre devient de plus en plus mortelle pour leurs soldats mal équipés et mal formés chaque mois. Comme vous pouvez le voir sur ce premier graphique, les gains mensuels de victimes n'ont augmenté que lorsque Trump se rapprochait de la prise de fonction. Ensuite, cela a un peu diminué. Mais cela remonte parce que la Russie se rend compte que les États-Unis ne vont pas simplement abandonner l'Ukraine. Et l'Ukraine a plus que suffisamment de soutien, même de ses alliés européens, pour continuer à repousser les soldats russes. Revenons au rapport. Le deuxième graphique illustre leur recul sur le champ de bataille. La Russie n'a pris que 130 km² de territoire en mars pour leurs 41 000 victimes. Ils ont subi 315 victimes pour chaque kilomètre carré de progression. À ce rythme d'avancement par victime, la Russie va devoir subir 152 millions de victimes supplémentaires pour finalement capturer toute l'Ukraine. C'est tout simplement pas viable. En fait, même les Russes s'en rendent compte. Les Russes, chez eux, se rendent compte que la Russie n'a pas ce qu'il faut pour prendre le contrôle de l'Ukraine. Et c'est pourquoi, même avec tous les bonus que Poutine offre, l'armée russe a de plus en plus de mal à obtenir de nouveaux conscrits. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils kidnappent de force des citoyens russes. De leurs emplois, de leurs maisons, et parfois même de l'église, ils kidnappent simplement des gens et les envoient en première ligne. J'ai quelques clips ici et ils sont vraiment tristes. D'abord, nous avons des ouvriers de la construction russe, sur un chantier qui s'enfuient de leur travail parce qu'ils entendent une voiture de police venir les kidnapper et les emmener en première ligne. Voici le clip.
Ce prochain reportage concerne le DoorDash russe. Le livreur russe Samokat, un service similaire à DoorDash qui transporte essentiellement de la nourriture à vélo et en scooter, a refusé de prendre des commandes par peur d'être envoyé en Ukraine comme chair à canon. La police a arrêté les coursiers en route et les a emmenés, les kidnappant littéralement. C'est le mot que les gens ne veulent pas utiliser. Ces personnes sont kidnappées et envoyées en première ligne. Une fois en première ligne, ces personnes sans formation sont forcées de courir vers les armes ukrainiennes. En fait, cela a été récemment confirmé par des communications interceptées entre les commandants russes. Voici le rapport. De nouvelles informations confirment que les Russes éliminent les leurs. La 63e brigade ukrainienne a intercepté une communication russe révélant des plans pour exécuter des troupes d'assaut en retraite lors de leur offensive près de Lyman. Si des écoliers, probablement inexpérimentés, se déplacent, ils seront éliminés par des drones. Nos propres insistons là-dessus. C'est maintenant quelque chose qu'ils partagent réellement avec les soldats, qui se dirigent vers les lignes de front ukrainiennes parce que les Russes réalisent que c'est le seul moyen. Ils peuvent contrôler les soldats non formés par la peur de la mort. Ils disent que si vous ne courez pas vers les Ukrainiens et ne prenez pas le contrôle des tranchées, les Russes leur tireront dans le dos s'ils essaient de revenir en arrière. Et c'est pourquoi ces enfants n'ont pas d'autre choix que de mourir soit aux mains des Ukrainiens, soit des Russes. Pendant que cela se passe, nous avons des journalistes russes qui parlent de la façon dont ils ne devraient pas parler de ce qui se passe sur les lignes de front. Parce que pendant la guerre, peu importe ce qu'est la vérité, ce qui compte, c'est comment vous pouvez la gagner. Et si cela signifie mentir au public, c'est ce que la télévision russe devrait faire. C'est ce qu'ils débattent à la télévision nationale en Russie. Voici le clip. Dans le contexte actuel, l'éthique journalistique est défaillante. Tout journaliste sensé, s'il voyait quelque chose sur une blessure de soldat, se tairait par précaution, afin de ne pas se retrouver avec une peine de prison plus tard. 2 points. Les circonstances actuelles diffèrent de celles en temps de paix, et il y a la question de l'efficacité de la propagande. Le propagandiste devient efficace seulement s'il croit en ce qu'il diffuse. Parce que s'ils sont d'accord, débattent des absurdités, puis rentrent chez eux et noient tout dans l'alcool, je suis d'accord. Avec de la vodka, ou quelque chose d'autre. C'est nul, je suis d'accord. Avec de la vodka ou autre, c'est nul. Une guerre est menée contre nous. Excusez-moi, mais en temps de guerre, le concept de vérité n'est pas vraiment utilisé. Si vous apprenez soudainement des informations susceptibles d'effrayer le public ou d'ajouter une mauvaise nuance dans le contexte de la guerre, garderiez-vous ces informations pour vous par souci de politique d'information en temps de guerre, ou les publieriez-vous? Absolument juste. Je le garderai pour moi. Pour nous, la vérité inconfortable est destructrice. Nous ne voulons pas entendre la vérité inconfortable. Pourquoi? Parce que la vérité inconfortable évoquera en nous des sentiments de honte, de colère, une sorte de mécontentement. Nous nous sentirons mal à propos de la vérité inconfortable. Parce que, si nous parlons de l'Ouest, voici le soi-disant Ouest libéral, n'est-ce pas? Ou, je ne sais pas. Nous ne pouvons rien faire de mal, alors bien sûr, nous le nierons jusqu'à la fin. Cela s'applique à la fois à l'Ouest et à nous, c'est à propos de tout le monde. Il semble que l'armée russe prenne des leçons des journalistes russes, car ils ont également cessé de dire la vérité à la famille russe. Si vous envoyez votre fils, si vous envoyez votre mari, au front, et qu'ils ne survivent pas, apparemment, l'armée russe ne vous dit pas qu'ils sont morts. Vous ne pouvez pas trouver le corps, vous ne pouvez pas trouver d'informations. Même si vous allez à l'hôpital, même si vous allez à la morgue, on vous renvoie simplement parce que c'est surpeuplé. Et l'armée russe s'assure que le public ne sait pas exactement à quel point les choses sont mauvaises sur le front. Ils ne veulent pas que le public sache combien de Russes meurent à cause de l'invasion insensée de Poutine. Ici, nous avons des familles russes qui font appel à Poutine pour obtenir de l'aide, obtenir des informations sur leurs fils qui sont allés se battre pour leur pays. Compte tenu du nombre énorme de soldats russes disparus, ce qui est tout simplement effrayant, à partir de novembre puis décembre, janvier, février, et le nombre de disparus en mars est déjà très nombreux. Nous demandons, je souligne, nous demandons d'augmenter le nombre de brigades d'évacuation, car le commandement fait référence au fait qu'il n'y a pas assez de brigades. Nous vous demandons de soulager la morgue de Rostov. C'est la seule dans tout le pays qui identifie les morts. La morgue est surpeuplée de morts, et tout cela est si effrayant.
Les hôpitaux sont surpeuplés. Il leur est donc interdit de donner des informations aux proches. Pourquoi la vérité nous est-elle cachée? Même pendant la Grande Guerre patriotique, les statistiques étaient bien mieux tenues qu'aujourd'hui, à l'ère de la haute technologie. Vous avez souligné que les Russes ne semblent pas accorder beaucoup de valeur au virus, en particulier celle des soldats. D'un autre côté, les Ukrainiens accordent une grande importance à la vie de leurs soldats et de leurs citoyens. Certaines personnes pro-ukrainiennes ont évoqué des problèmes de conscription en Ukraine, notamment en raison de l'exode massif. Cela pourrait-il signifier que l'Ukraine serait plus encline à la paix, à condition d'obtenir de réelles garanties de sécurité et de geler la ligne de front, sans pour autant capituler? Ce n'est pas l'impression que j'ai en parlant à mes amis ukrainiens qu'ils sont prêts à accepter une sorte de fin des combats simplement à cause des pertes qu'ils ont subies. Bien sûr, c'est misérable pour eux et de voir tant de personnes innocentes tuées par ces frappes de drones qui touchent des immeubles d'habitation se produisent presque chaque nuit maintenant. Je pense que les Ukrainiens savent que ce n'est pas une guerre avec la Russie où vous pouvez dire « d'accord, nous nous rendons » et alors les combats s'arrêtent simplement. Ce ne sera pas comme ça et quiconque pense que ce sera comme ça ne prête pas attention à qui sont les Russes. Ce sera Bucha et Mariupol partout et donc je pense que les Ukrainiens savent qu'ils doivent continuer à se battre jusqu'à ce qu'ils aient une sorte de garantie que ce soit une force d'application du cessez-le-feu, quelque chose qui leur donne confiance que la Russie respectera tout accord. Actuellement, j'ai l'impression que les Ukrainiens n'ont aucune confiance dans le fait que la Russie respecterait un quelconque accord. Et avec de bonnes raisons, ils n'ont pas cette confiance. Donc, je pense que le fait que les Russes, certainement le Kremlin, ne se soucient pas des pertes, il existe un point dont j'ignore l'emplacement où ils devront commencer à se préoccuper. Je pense que c'est pourquoi ils ont évité la conscription à Moscou ou Saint-Pétersbourg, parce qu'ils ne veulent pas avoir, vous savez, tous ces enterrements dans ces deux grandes villes comme ils le font dans le reste de la Russie. Il y a donc une certaine préoccupation à ce sujet et à un moment donné, cela commencera à avoir un réel impact sur la main-d'œuvre pour l'industrie. Donc, je ne sais pas où se trouve ce point. Ce n'est pas la même chose qu'en Ukraine ou dans un pays occidental. Et vous faites une bonne remarque. Le gouvernement ukrainien doit trouver un moyen d'encourager les Ukrainiens à revenir en Ukraine pour être prêts à servir. C'est la tâche du gouvernement de gagner la confiance des familles que leurs soldats ne seraient pas déployés avant d'avoir été correctement formés et équipés. Compris. Et à votre avis, quel serait un plan de paix réaliste? Évidemment, l'idéal serait que tout le territoire ukrainien revienne à l'Ukraine, en rétablissant la frontière de 1991. Mais l'administration Trump semble faire 3 concessions majeures. Pas de l'OTAN pour l'Ukraine, ce que l'administration Biden avait à peu près la même ligne. Pas de troupes américaines dans l'OTAN même après un cessez-le-feu dans un plan de paix, et pas de retour aux frontières d'avant 2014. Quelle est, selon vous, une paix réaliste? Et que pensez-vous de ces concessions? Eh bien, je pense que c'est regrettable que l'administration ait abandonné ces 3 choses avant même que les négociations ne commencent. Je veux dire, c'est incroyable. Laissez-moi juste dire que c'est une approche très inhabituelle des négociations lorsque les États-Unis ont un énorme levier sur la Russie. Je veux dire, nous pourrions faire des choses qui pourraient ruiner l'économie pétrolière et gazière de la Russie, leur capacité à exporter. Nous pourrions ouvrir les vannes d'équipement, de munitions et de capacités pour l'Ukraine. Il y a tellement de choses que le président pourrait faire pour aider l'Ukraine à forcer la Russie à négocier de bonne foi. Il ne l'a pas fait, et je ne peux que croire alors qu'il n'est pas intéressé ou dérangé par le fait que la Russie ne va pas négocier de bonne foi. Et M. Witkoff répète les points de discussion russes comme il l'a fait à la télévision l'autre jour. Donc pour l'Ukraine, je pense que c'est là que l'Europe va devoir, ainsi que le Canada et bien sûr le Royaume-Uni et d'autres pays, vont devoir donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour continuer à se battre,
pour continuer à défendre son territoire et son peuple, et aussi l'économie de l'Europe. Je veux dire, c'est 8 ou 9 fois la taille de l'économie de la Russie. Donc, je ne suis pas convaincu que l'Europe ne peut pas faire cela, même si les États-Unis ont tourné le dos à l'Ukraine ou se sont rangés du côté de la Russie. Je veux dire, l'Ukraine est un pays souverain. Toute l'Europe, ce sont des pays souverains et surtout puisqu'ils ne font pas partie des négociations, vous savez, ils ne sont pas obligés d'accepter tout ce qui sort de cela. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire ici dans les prochains mois. Ce processus va durer un certain temps. En fait, je vous dirai ceci. Je regarde cette chose entière en 3 phases. La première phase est celle dans laquelle nous sommes maintenant, et d'ailleurs ce n'est pas ma création. C'était le président finlandais Stubb. Je l'ai entendu décrire cela lors de la conférence sur la sécurité de Munich, et c'était très convaincant pour moi comme moyen de réfléchir à ce qui se passe. Nous sommes actuellement dans la phase initiale de préparation. Il s'agit de l'ensemble des conversations, des discussions et des négociations qui ont lieu à Riyad, Jeddah, Kiev, la Maison-Blanche et à Bruxelles, Londres, etc. Tout cela concerne l'obtention d'un cessez-le-feu, qui est la phase 2, un véritable cessez-le-feu, pas un cessez-le-feu partiel de 30 jours. Mais sans plaisanter, le cessez-le-feu que les Ukrainiens doivent avoir pour avoir confiance qu'ils peuvent passer à la phase 3, qui sont les véritables négociations sur l'avenir à long terme de l'Ukraine et de la Russie. Et cela engloberait bien sûr des choses bien au-delà d'une simple ligne sur le sol en Ukraine. La phase 1 est ce que nous faisons actuellement. Cela inclut également les nations parlant d'une force d'application du cessez-le-feu. Qu'est-ce que ça devrait être? Quelle serait sa mission? Quelles seraient les règles d'engagement? Qui fournira quoi? Qui le dirigera? Tout cela fait partie de la phase 1. La phase 2 serait l'établissement effectif d'un cessez-le-feu d'une telle robustesse que les Ukrainiens auraient confiance que la Russie le respecterait. Et cela signifie que la force de mise en œuvre du cessez-le-feu doit être présente. Et cela doit être une force capable et ayant les règles d'engagement qui lui permettraient de punir la Russie chaque fois qu'il y aurait une violation du cessez-le-feu. Sinon, les Russes n'auront aucun respect pour cela, tout comme ils n'avaient aucun respect pour le cessez-le-feu de Minsk 1 et 2. Et puis la phase 3, comme je l'ai dit, ce sont les véritables négociations pour le résultat à long terme. Je prévois que cela va durer plusieurs mois.